Bonjour, je m'appelle Magali. J'étais avec les Gilets jaunes de la première heure, donc du 17 novembre 2018. Je suis venue manifester. Euh, Entre autres, en fait, mon idée c'était de filmer pour pouvoir protéger les gens. Euh, on sait qu'en fait, quand il y a des caméras, les gens se calment, ils se retiennent. Et dans mon cas, moi j'ai été malade pendant plusieurs années. On n'a pas su ce que j'avais pendant très longtemps et il s'est avéré qu'en fait j'avais la maladie de Lyme. C'est allé très loin, j'ai perdu l'usage des mains plusieurs fois, j'ai été opérée plusieurs fois des mains, j'ai quand même perdu l'usage encore après. Je sortais plus de mon lit et j'avais des gros troubles de la mémoire. J'avais plus aucune énergie. Et, euh, et quand est arrivé le 18 novembre 2018, le 17 novembre 2018, j'allais déjà un petit peu mieux depuis plusieurs mois. Mais j'avais globalement une autonomie de quelques heures. Toutes les 2 heures, il fallait que je me pose, que je me repose. Parfois dormir, parfois juste m'asseoir et rien faire. Et quand je suis venue au Gilet jaune, donc j'étais forcément très fatiguée. Et j'ai rencontré beaucoup de soutien. Tout s'est bien passé, les gens étaient très gentils. Il n'y a pas eu à Antibes, il y a eu quelques petits soucis, mais plutôt avec des automobilistes. Puis après avec la police. Malheureusement, en fait, pendant que je filmais, j'ai eu un souci avec un policier. On faisait une espèce de ralentissement sur un passage piéton à pied. Et je le filme et en fait, il y a un policier qui se décide de forcer un peu les filles à passer. Il attrape une fille, la force à passer et moi je suis pas là, je suis un petit peu plus loin, on entend sur la vidéo que ça crie. La fille dit mais c'est pas lui de décider quand je passe, je le décide moi-même. Et au moment où moi je passe, ce policier se saisit de moi des 2 mains et me jette en me disant vous voulez traverser, il me jette de l'autre côté, sauf que de l'autre côté il y a une voiture qui passe à ce moment-là. Donc l'automobiliste a pilé, lui comme moi on s'est retrouvés surpris. Le policier a essayé de me ressaisir et il a essayé de me saisir notamment par le cou. Je me suis pas laissé faire parce que comme j'étais très fragile, j'avais perdu quand même tous mes muscles. Je portais mon téléphone, c'était le maximum de poids que je pouvais porter. J'ai rencontré beaucoup de difficultés physiques et je suis toujours en soins. Et donc il n'était pas question pour moi que ce policier me touche, qu'il se saisisse de moi. Je lui dis vous n'avez pas à me toucher, ne me touchez pas. Et il s'est braqué, il s'est énervé. Et il a appelé après un renfort, parce que je l'ai entendu sur une vidéo en disant rejoins-moi au rond-point, une connasse, lui faire son affaire. Et ils m'ont tendu un piège et enfin je n'ai rien fait de mal, hein, mais ils m'ont poussé, ils m'ont mis des coups par-dessus la caméra, ils m'ont poussé et retourné sur une voiture. Je me suis retrouvée assise sur une voiture. Et la vidéo a été vue de très nombreuses fois sur YouTube. Quelqu'un a filmé et on voit donc qu'ils m'interpellent. Ils n'ont pas vraiment de motif. Ils m'interpellent, ils m'emmènent au commissariat et arrivé en fait dans le commissariat, dans le parking du commissariat, un des policiers me met un grand coup de poing dans la figure. Il se soulève et il me met un coup de pied dans la figure. Je tombe, la porte en fait de la voiture a été ouverte par le conducteur et je me retrouve menottée, ceinturée, avec la tête au sol, le policier entre mes jambes qui continue à me taper. Et ils m'emmènent dans le commissariat en prétextant un contrôle d'identité, mais ils me mettent derrière les barreaux sans notification de garde à vue, sans contrôle d'identité, sans mon téléphone. Mais je suis derrière les barreaux avec un livre, parce qu'on m'a prêté un livre. Enfin, quelque chose assez bizarre. Et quand l'OPJ est arrivé, en fait, il est sorti avec le policier qui m'avait tapé. Et il est revenu en me disant « Mon collègue accepte de ne pas porter plainte contre vous ». Alors j'ai souri. Hein, j'étais quand même menottée au mur et je lui dis et il me dit et on en reste là. Je fais je porte pas plainte, il porte pas plainte. Il me dit oui c'est ça. Mais vous restez là quand même jusqu'à 18h pour calmer les esprits. Et, euh, et donc en sortant en fait du commissariat, j'étais blessée, je suis allée aux urgences, j'avais une entorse cervicale, j'avais des contusions de la face, j'avais des bleus sur le bras là où il m'avait saisi pour me faire traverser, enfin plein de petites choses. Et donc j'ai fait un dépôt de plainte contre la police pour arrestation arbitraire et violence par dépositaire de l'autorité publique. Ma plainte était recevable. Et 3 semaines après, j'étais au Gilet jaune. J'y allais beaucoup moins parce que j'étais de plus en plus fatiguée, j'avais de moins en moins d'énergie. Et ce jour-là, mon compagnon m'a accompagnée. Et
comme j'étais très fatiguée, on est arrivé, tout de suite j'ai demandé à aller m'asseoir, donc on est allé se reposer dans un McDonald's. Et quand je suis revenue, la situation était relativement calme. Comme toujours à Antibes, il y avait les jeunes qui faisaient la fête au milieu du rond-point. Il y avait les plus vieux avec qui je restais, puisque j'ai à peu près le même âge physique que eux. Donc on restait au QG, on était assis, on discutait. Et à un moment, il y a eu un mouvement de foule. Et on s'est approché. En fait, la police avait arrêté une personne. Et il y a un grand parking à Carrefour, à Antibes, qui est juste devant le rond-point. Et les gilets jaunes sont restés devant ce parking et les policiers étaient sur le parking. Et on disait aux policiers, mais laissez-le, il n'a rien fait. Et ils ont fini par laisser partir la personne qu'ils avaient interpellée. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait comme ils faisaient toutes les semaines, vers la tombée de la nuit, vers 17h, 18h. Ils ont commencé à interpeller des personnes. Donc moi j'avais filmé déjà quelques interpellations, notamment où ils avaient blessé très grièvement une personne à coup de tonfa dans le genou. Et donc j'ai filmé l'arrestation d'une première personne où les policiers, en fait je pensais que cette personne-là était en train de se débattre, et en revoyant la vidéo j'ai vu qu'il était juste en train de se protéger des coups qu'il prenait sur la tête. Ils ont arrêté cette personne-ci, ils ont arrêté une autre personne que je connaissais pas mais que j'avais déjà vu la fois d'avant, qui filmait, enfin que j'avais vu régulièrement, qui filmait aussi parce qu'il avait une perche à selfie. Et ils sont arrivés à une nuée, une vingtaine, une trentaine, ils lui sont tombés dessus, ils lui ont cassé la main. Ils ont essayé de se saisir de sa caméra et ensuite ils l'ont arrêté. Il faisait rien, il était au milieu du rond-point, tout était calme. Le calme est revenu, mais comme il venait de l'arrêter, moi je m'étais un petit peu avancée. Et on était venu me prévenir que la personne contre qui j'avais porté plainte en fait était là. Et j'avais voulu partir, on m'avait dit mais non, elle est loin. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un gilet jaune qui est venu parler à cette personne contre qui j'avais porté plainte, qui était avec deux autres policiers. Donc il y a un gilet jaune d'une 50aine d'années qui va gentiment leur parler. Et moi, comme je vois que cette personne contre qui j'ai porté plainte est là, j'ai pas envie de lui tourner le dos, j'ai pas envie de partir sans être sûre que je sois en sécurité. Et je filme. Et là, je vois un des policiers qui se retourne, qui regarde à droite, à gauche, qui sort son tonfa et qui met un grand coup dans la tête du gilet jaune. La personne contre qui j'ai porté plainte se saisit de lui, le tire en arrière, arrive plus ou moins devant moi. Et là, il y a le gilet jaune qui est libéré par d'autres gilets jaunes. Et le policier se retrouve face à moi et il me dit « Ah, c'est notre ami, c'est notre ami ». Il se saisit de mon bras, il m'attrape par les cheveux, il me met des coups dans la tête et il m'emmène au camion avec un autre policier qui me tiennent tous les deux par les bras en arrière. Et lui, il me tient en plus sous la minerve, puisque je portais une minerve, puisqu'il m'avait fait une entorse cervicale. Et sur le chemin qui mène au camion, il commence à me dire « Ça t'excite, hein, tu mouilles, hein, il mouille ». J'ai fini par lui répondre « Mais vous avez un problème ». Quand je suis arrivée au camion, les policiers de la BAC commencent à me dire ah bah vous allez encore mettre vos vidéos, c'est à cause des gens comme vous que les gens nous détestent et qui nous crachent dessus. Donc ce soir-là, on était le 15 décembre 2018. Donc c'était encore le début des Gilets jaunes. J'ai répondu aux policiers que c'était pas ma vidéo, que sur mes vidéos à moi on me voyait pas. J'ai jamais publié mes vidéos, aucune. Jusqu'à ce jour, il y en a aucune qui est sortie. Donc le policier qui m'a arrêté appelle une policière pour me fouiller. Elle vient et en fait au moment où elle arrive, je lui demande si on peut s'écarter en disant ce monsieur me tape, c'est pas la première fois, est-ce qu'on peut s'écarter? Elle me répond que c'est son chef, donc c'est pas grave. Voilà. Donc elle me fouille, il n'y a pas de souci pour la fouille, mais moi j'avais réussi à remettre mon téléphone en vidéo et j'étais en train d'enregistrer en fait. Ils n'avaient pas dû s'en apercevoir. J'avais le téléphone dans la main, elle me fouille et à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je lui explique ce que c'est. Et à un moment, elle me demande d'enlever ce que j'ai autour du cou. Autour du cou, j'ai ma minerve et j'ai un masque en papier amélioré, un masque à gaz, rien de particulier. Donc j'enlève le masque et je le mets à mon bras. Et là, elle s'énerve et elle dit « Donne-moi ça ». Je lui réponds « Non, je n'ai pas à vous le donner ». « Tu me le donnes ?» Je lui demande pourquoi, elle me répond « Parce que je te le dis, parce que je te le redonne ». Je lui réponds « Non, je n'ai pas à vous le donner ». Et elle s'énerve et je lui dis « Stop, calmez-vous, maintenant je vais appeler mon avocate ». Et là, le policier contre qui j'ai porté plainte revient et il dit « Vous êtes interpellé, vous êtes interpellé ».
Et il dit « et le téléphone ?» Il essaye de me prendre le téléphone et en fait il m'attrape par le cou et il me fracasse contre la porte du camion. J'ai la tête qui se met à 90 degrés et après je perds conscience. On verra sur des vidéos qu'on m'a fournies que je suis au sol, immobile, et sur d'autres que c'est la police qui me redresse. J'ai pas vraiment de souvenir jusqu'au moment où je suis assise dans le camion. Dans le camion, on me demande mon nom, etc. Comme je parle pas fort, on me demande de répéter. J'arrive plus à parler fort. J'avais fait une allergie à la lacrymo et depuis 2 semaines, j'arrivais pas à me soigner. J'étais allée voir un médecin qui m'avait changé de traitement pour quelque chose d'un peu plus fort. Et du coup, avec le coup que je viens de prendre justement au niveau des cervicales, j'arrivais plus du tout à parler fort. Pendant que je suis dans le camion, j'entends le policier contre qui j'ai porté plainte qui dit « il en faut plus ». Et un OPJ qui répond « oui mais elle, on peut pas en mettre plus ». Et on descend au commissariat d'Antibes avec 2 autres personnes. Quand j'arrive au commissariat, je tombe sur 2 policières qui sont très très bien, qui me notifient ma garde à vue, qui me donnent mes droits, etc. Au bout d'un moment, je sens plus mes mains. Donc je leur spécifie, je leur dis que je sens plus mes mains, que j'arrive pas à signer et que j'ai besoin d'aller aux urgences. Et elles me disent qu'il n'y a pas de souci, mais je leur spécifie aussi que je veux pas monter dans une voiture de police puisque c'est dans une voiture de police qu'ils m'ont cassé la gueule. Et elles me disent pas de problème, on appelle une ambulance. Gentiment, elles m'accompagnent. Donc, vous disiez qu'ils vous avaient cassé la gueule. À quelle occasion? Lors d'une première arrestation? C'est la première arrestation, c'est celle en fait suite à laquelle j'ai fait un dépôt de plainte contre la police qui est recevable. J'ai été convoquée à l'IGPN avec mon avocate. Et à l'IGPN, le policier a reclassifié les faits non plus en arrestation arbitraire avec violence par dépositaire de l'autorité publique, mais en privation de liberté avec violence par dépositaire de l'autorité publique. Donc ça a été pris au sérieux, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait dans ma plainte. Elle était étayée des vidéos, des certificats médicaux, vraiment, il y avait tout. Sachant que de par ma maladie, comme c'est une maladie inflammatoire, je suis beaucoup plus fragile, j'ai beaucoup plus de mal à récupérer. C'est-à-dire que quand je me blesse, quelqu'un qui va récupérer en 3 semaines, moi il va me falloir 2 ans. Voilà. Enfin, sûrement moins maintenant que je vais mieux, mais à l'époque j'allais pas bien du tout. Et donc là, les policiers me notifient ma garde à vue, elles m'accompagnent en cellule, en me soutenant. Elles me font prendre l'ascenseur, elles me soutiennent, et moi qui suis un peu sonnée, je leur dis non mais c'est bon, c'est pas la peine. Et en fait elles avaient raison parce que je tenais pas sur mes jambes. Elles éteignent la lumière dans la cellule, voilà, et puis j'attends que les pompiers viennent. Et la police m'accompagne jusqu'au camion de pompiers. Et là, ils me mettent les menottes derrière le dos. Et je leur signifie que c'est un transport allongé. Ils me disent, c'est pas grave, tu seras sur le côté. Donc un transport allongé pour un trauma au cervical sur le côté, ça m'étonne beaucoup. Et j'ai quand même ma minerve. Et je me retrouve allongée, les mains dans le dos, la minerve, et sur le côté. Et ça n'a pas raté, en fait, l'allergie à la lacrymo, ça fait une espèce de mucus dans les poumons et on a besoin d'expectorer, sinon on se noie dans ses poumons. Et moi, je suis très calme dans ces situations-là. Donc, je demande aux pompiers, gentiment, est-ce qu'il peut m'enlever les menottes? On me dit, on peut pas. Il est avec une policière dans le camion. Ils me disent qu'ils peuvent pas parce que de toute façon, je suis en état d'arrestation. Je lui demande s'il peut au moins m'enlever la minerve. Ils le font pas non plus. Et je lui dis que j'ai mal aux poumons, que j'arrive pas à respirer, je lui explique tout ça. Et il me dit non, t'es juste en train de faire une crise d'angoisse. Et à un moment, je me suis vraiment angoissée. À un moment, j'ai vraiment compris. Moi qui me posais des questions, par exemple sur la mort d'Adama Traoré, des choses comme ça, je suis partie de tous ces gens qui se disaient il y a autre chose, c'est pas possible, il y a autre chose. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'on pouvait mourir. Voilà. Je me suis mis à suffoquer. J'arrivais plus à respirer. J'ai eu des spasmes. Je commençais à trembler de partout. Et à un moment, le pompier s'est jeté sur moi. Je pense que j'avais dû changer de couleur. Il s'est jeté sur moi, il m'a déchiré la minerve. Et là, j'ai pu expectorer un peu. Mais en étant quand même contrainte. Et j'ai craché devant moi. La policière rigolait à ce moment-là, d'ailleurs. Et quand je suis arrivée aux urgences, donc à moitié asphyxiée, on m'a déposée, on m'a jetée plutôt sur une chaise. J'arrivais pas à respirer. J'ai demandé un crachoir. Et on m'a présenté à l'entrée des urgences. Et à l'entrée des urgences, ils ont pris ma saturation. Donc la saturation, c'est l'oxygénation du sang. J'étais à 58.
J'ai appris après par des amis qui travaillent à l'hôpital qu'en dessous de 75, c'est hospitalisation d'office. Ils ont repris ma saturation un peu plus tard, j'étais à 68. Et l'infirmière a fini par la prendre sur son doigt, à elle, en faisant contact en fait, sur mon doigt, en faisant pression, pour que j'ai toujours la persistance en fait, de la sensation. Et elle a pris la saturation, elle a fait 99, c'est bon, allez. Et entre-temps, il y avait un médecin qui a commencé à me parler et qui m'a demandé si j'avais un traitement. À ce moment-là, j'avais un traitement antibiotique très lourd, en intramusculaire, et au double de la dose maximale normale. Mais c'est le traitement qui est adéquat à ma maladie. Quand je lui ai dit ça, il a été très surpris, il m'a dit « Vous avez une infection ?» Je lui ai répondu que j'avais la maladie de Lyme. Et il m'a dit « Oui, mais ça, on s'en fout. » Et donc j'ai demandé à voir mon interniste, il m'a dit « Non, mais je suis médecin. » Et comme je le connaissais parce que j'étais déjà passée aux urgences une fois et qu'il avait été odieux, il a très mauvaise réputation, je lui ai répondu « Oui, mais vous êtes orthopédiste et moi, je veux voir mon interniste. » Et la policière m'a répondu « Tu la verras lundi au tribunal. » Et après, elle était au téléphone et elle disait « Oui, mais comme elle est complètement folle, j'ai peur qu'elle s'arrache la perf. » Ils m'ont pas admis aux urgences, donc j'ai pas fait de radio. Je voulais faire des radios des cervicales, c'était la moindre des choses puisque je sentais plus mes mains et que j'avais eu un gros trauma. Et ils m'ont réembarqué jusqu'à la voiture en me forçant, hein, en me portant. Ils étaient à deux. J'avais aucune résistance à opposer, j'étais de toute façon complètement épuisée et sans oxygène. Ils m'ont mis dans la voiture. Quand on est parti, j'ai eu besoin à nouveau de cracher. J'avais déjà craché dans le crachoir à l'hôpital. Je l'ai signalé aux policiers, j'ai dit il faut que je crache, mais j'avais toujours les menottes dans le dos. À aucun moment ils me les ont enlevées. Et à aucun moment j'ai été prise à part, j'ai pas été admise, donc j'ai pas été consultée à part par le médecin ou quoi que ce soit. Et donc dans la voiture j'avais vraiment besoin de cracher, je leur ai spécifié, ils m'ont dit bah tu te retiens, et je leur ai dit je peux pas. Et du coup j'ai craché sur le tapis au sol, côté portière. Et là en fait les policiers ont pilé. Et la policière qui était à côté de moi et celui qui était devant s'est retourné, m'a mis des coups de tonfa sur la tête. Et la policière qui était à côté me tenait la tête et me mettait des grosses pastèques dans la tête. Voilà. Et elle m'a tenu la tête en l'air tout le long du chemin, alors que j'avais besoin d'expectorer et que je suffoquais. Elle m'a tenu la tête en l'air en m'insultant et en me traitant de tous les noms tout le long du chemin. Et comme ils étaient tout contents tout fiers de ça, quand on est arrivé au commissariat, ils étaient tout contents de me faire courir, c'est-à-dire qu'ils m'ont porté, ils m'ont fait « Ah bah tu vois que tu arrives à courir » jusqu'au moment où j'ai trébuché et où je suis tombée par terre. Ils m'ont remis en cellule. Moi j'avais donné au moment de la notification de ma garde à vue le numéro et le nom de mon avocate qui me suivait déjà puisque j'avais fait un dépôt de plainte contre la police. J'ai appris après qu'ils ont rappelé mon avocate pour lui dire de ne pas venir ce soir-là, mais de revenir le lendemain. J'ai pas eu mon traitement donc puisqu'ils me l'ont refusé. Et je n'ai pas pu manger puisque je n'avais pas mon traitement et que je fais des allergies alimentaires. Donc sans mon traitement, c'était compliqué. Surtout que j'avais pas accès à des toilettes. J'avais mal aux jambes, je ne tenais pas sur mes jambes, donc je ne pouvais pas aller sur les toilettes à la turque. Ils m'ont interdit d'accéder à des toilettes assises pendant plus de 17 heures. Il a fallu que ce soit mon avocate qui fasse pression le lendemain avant l'audition pour que je puisse accéder à des toilettes. Et ils ne m'ont pas donné d'eau non plus pendant 12 heures. J'ai évalué ma déshydratation. C'est un test assez simple, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est le test du pli de peau. Quand on plie sa peau, ça revient. Test de déshydratation, on plie sa peau. Si on est très déshydraté, la peau ne revient pas. Moi, je comptais 10 secondes avant que ma peau revienne. Donc, à chaque fois j'ai cru que en voyant quelqu'un, ils allaient me laisser sortir. Mon état permettait vraiment pas la garde à vue. Et ils m'ont entendu. Je savais pas du tout pourquoi. Je savais pas. Enfin, hormis le fait de savoir que j'avais porté plainte contre eux, j'avais pas de motif d'arrestation. Et quand j'ai été auditionnée, il y avait un OPJ qui était. Alors, avant l'audition, déjà, il y a un OPJ qui est venu me voir en me disant qu'ils allaient me faire les tests ADN. Et comme la personne qui était à côté de moi, donc Chris, qui avait été arrêté juste avant moi, celui qui avait la main cassée, parce que lui, il avait vraiment la main cassée. Il est resté pendant 3 jours, il était juste derrière moi aux urgences. Ils lui ont pas enlevé les menottes, ils lui ont pas fait de radio. Il est resté pendant 3 jours avec sa main cassée, et c'est moi qui, en sortant du tribunal, l'ai emmené aux urgences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Chris et pourquoi vous en parlez maintenant ? Alors, Chris, je le connaissais pas avant. J'avais parlé avec une fois la semaine d'avant.
Il était avec des jeunes qui étaient à côté de lui. Moi, j'étais allée m'asseoir à un endroit parce que j'étais fatiguée. Et je l'entendais dire aux jeunes « Mais non, mais c'est pas bien, faut pas se conduire comme ça. » Enfin, je me suis dit, ça doit être je sais pas, quelqu'un qui s'occupe de jeunes, j'en sais rien, mais c'était quelqu'un de très posé, très calme, qui avait un bon contact avec. Et c'est celui surtout qui a été arrêté juste avant moi et à qui ils ont cassé la main. Donc c'était un gilet jaune C'était un gilet jaune. qui faisait partie de ce rond-point. Oui, qui venait régulièrement. Et à quel moment il a été interpellé? Il a été interpellé 5 minutes avant moi. Vraiment 5 minutes avant moi. On a été accusés ensemble de réunion dans le but de commettre des dégradations à des biens ou des personnes, mais on ne se connaissait pas. Et il avait ça en commun avec moi, de filmer. Il est resté dans la cellule à côté de moi. Il a assisté. Il était là au moment où en fait les policiers m'ont éclaté contre le camion. Il était là quand j'étais aux urgences et que je suffoquais. Il était dans la cellule à côté de moi. Il a entendu les policiers me parler. Il a entendu les menaces qu'ils m'ont fait. Toutes les pressions, les insultes, la façon dont ils m'ont traité. De même que moi j'ai entendu ce qu'ils ont pu lui dire et que j'ai pu voir ce qu'ils lui ont fait. Voilà. Chris il s'est retrouvé accusé avec moi sans qu'on se connaisse. Et quand on est monté dans le camion, tout de suite il m'a dit « Moi ce qu'ils t'ont fait là, je témoigne, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas à te faire ça, ils n'ont pas à te taper, je suis outré. » Et donc voilà, Chris était quelqu'un de très droit, très juste, qui avait horreur de l'injustice. Et malheureusement, il est décédé la semaine dernière. Donc, à une semaine du procès en appel. Donc, il ne pourra pas se défendre. Donc Chris, c'est quelqu'un qui a été là dans certaines étapes de votre arrestation, certaines étapes dans la première arrestation en fait. Non, la deuxième en La fait. deuxième. J'ai eu que 2 arrestations dans ma vie, voilà. C'est la première où j'ai été tabassée dans le parking et où après j'ai porté plainte contre la police. Et la deuxième où j'ai été tabassée aussi, mais où ils m'ont gardé 48 heures en garde à vue et déféré directement devant le tribunal. Il est resté dans la cellule à côté de moi pendant ces 48 heures aussi, puisque lui comme moi on a été prolongé, alors qu'on était accusés en fait finalement d'outrage, rébellion et dans mon cas, en fait, ce qu'ils avaient classé, ce qu'ils avaient appelé outrage, quand j'ai craché dans l'ambulance parce que je m'étouffais en fait. La policière a porté plainte, donc ça a été classé comme violence. Voilà. Mais on a été, ils savaient de toute façon qu'on irait au tribunal le lundi matin. Ils ont tout fait pour que ce soit le cas. On n'a rien fait, hein, on a été correct. Et donc le lundi, on est passé en comparution immédiate. On était 3 gilets jaunes à ce moment-là. Et Chris et moi, on a fait appel puisqu'on a été condamnés tous les deux à 5 mois de prison ferme. Et moi à 6 mois et à 600 et 500 euros de dommages et intérêts aux 2 policières qui m'ont tabassé. Et le motif retenu pour cette condamnation? Dans mon cas, outrage, rébellion et violence, mais la violence c'est le crachat. Et Chris, c'était outrage. En fait, le problème de Chris, c'est qu'en fait, il n'a pas de partie civile face à lui. Il est attaqué, mais on ne sait pas par qui. Voilà, il n'y a pas de nom. Sur le procès verbal de son arrestation, on ne sait pas qui l'arrête. Parce que celui qui l'arrête, c'est celui qui lui casse la main. Donc il n'y a aucun nom qui apparaît. Et ils étaient autour du camion d'ailleurs quand on a été arrêtés et ils étaient là, ils disaient mais qui c'est qui l'a arrêté? C'est toi qui l'as arrêté? Qui l'a arrêté? Ils ne savaient pas qui l'avait arrêté. Personne ne l'a dit. Donc ils ont arrêté un type, ils l'ont emmené au camion, ils ne savent pas qui l'a arrêté, ils ne savent pas pourquoi il est arrêté. Mais ils ont trouvé quelque chose à lui mettre sur le dos. Ils l'ont accusé d'avoir insulté des policiers. Chris le reconnaissait, hein, parce qu'il les a vus taper des types par terre. Ils ont déshabillé quasiment un gilet jaune en le tirant sur le sol d'un parking. Et il les a insultés. Mais ça, c'était avant. C'était la dernière insulte qu'il avait dû proférer, c'était peut-être une demi-heure avant. Donc ils l'ont arrêté à un moment qui était où il n'y avait pas eu d'insulte ou quoi que ce soit. Et quand bien même, faire 48 heures de garde à vue pour une insulte, moi je suis pas très au fait de ces choses-là. Hein. Je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Hein. 48 heures déféré devant le tribunal avec une main cassée, aucun soin. Il a eu 2 Doliprane en 3 jours. Ils lui ont pris son ADN, ils voulaient prendre son ADN. Chris, en fait, il travaillait de nuit dans un foyer pour jeunes. Et donc il connaissait déjà les lois et il a
il a refusé de donner son ADN. Et du coup, quand on est venu chercher pour la prise d'ADN, comme je ne connaissais pas Chris, je ne savais pas ce que valait sa parole. J'ai signalé que je voulais juste en fait demander conseil à mon avocate. Et je me suis retrouvée avec une procédure pour refus. Parce que le policier m'a dit « Vous savez ce que vous risquez si vous refusez ?» Je dis « Je refuse pas, je veux juste demander conseil à mon avocate. » Et il m'a dit « Bon, est-ce qu'il y a 1 an de prison ?» Je dis « Voilà. » Il m'a dit « Vous savez quoi, vous allez les faire. » Et il s'est énervé, il m'a dit « Vous allez faire les 1 an de prison ?» Je lui ai répondu « Mais monsieur, c'est pas votre travail, ça. C'est un juge qui juge. » Il dit « Avant le juge, il y a moi. Et moi, mon travail, ça me va bien, parce qu'avant le juge, il y a moi. Tu vas voir, tu vas aller faire les 1 an de prison. » Et Chris, ils lui ont mis la pression aussi pour ça, pour prendre son ADN. Enfin, je trouve ça tellement démesuré. Des tests d'ADN pour un outrage. On nous a emmené voir un psychiatre expert. Donc, ils sont venus chercher Chris. Et j'ai entendu que ça criait. Et après, ils l'ont ramené en cellule, ils sont venus me chercher moi, en me disant « Tu vas aller voir le psychiatre expert ». J'étais contente quand même, parce qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un, j'ai cru qu'on allait me faire sortir. Mon état permettait vraiment pas la garde à vue. Et quand je suis arrivée, le psychiatre expert en fait me tournait le dos. Et je lui ai dit « Bonjour, je suis contente de vous voir ». Il m'a répondu « Je suis pas votre avocat ». Je fais « Oui, je sais ». « Je suis pas votre avocat ». Je fais « Oui, je sais, j'ai le même diplôme que vous ». Il s'est arrêté, il m'a regardé et je lui ai dit que j'avais un DU en psychologie expérimentale et criminelle que j'avais fait à Nice avec le nom du professeur avec qui je l'avais fait. Il s'est décomposé, il a changé de ton et il m'a fait la morale pendant une demi-heure en me disant que j'avais pas à être avec les gilets jaunes, que c'était pas mon niveau, etc. Et je lui ai demandé ce que c'était le niveau, puisqu'il y avait quelqu'un qui faisait de la physique quantique et avec qui je parlais, il y avait un meilleur ouvrier de France en boulangerie. Enfin, je comprenais pas ce que c'était le niveau. Et il m'a fait la morale une demi-heure, voilà. Quand je suis ressortie de là, alors il a été gentil, il m'a dit « Bon, je vous fais pas interner. » Voilà. Moi, j'étais très calme. De toute façon, j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée que avec ma maladie, je pouvais pas m'énerver. Ça faisait des années que je m'énervais plus. Et donc, il y avait absolument rien dans mon comportement qui permettait de justifier de ça. Non. Mais en fait, je suis étonné. Voilà, je vais vous laisser terminer votre pensée. Mais pourquoi un psychiatre expert dans le cadre d'une garde à vue pour des faits comme rébellion et insulte à agent. Enfin, est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire? Le pourquoi de ce psychiatre expert dans le cadre de votre garde à vue? Alors, normalement, le recours à un psychiatre expert, c'est dans des cas, on va dire criminels, dans des meurtres, des choses comme ça. Ça permet d'évaluer déjà si la personne est en possession de toutes ses capacités, mais surtout aussi d'évaluer le risque de récidive. Donc savoir si est-ce qu'on peut laisser cette personne dans la société. En l'occurrence, nous, pour les faits qui nous sont reprochés, je trouve ça particulièrement démesuré. Plus tard, quand j'ai été avec mon avocate, longtemps après, j'ai demandé à voir le rapport de ce psychiatre, donc, qui m'accuse d'être complotiste, paranoïaque, qui dit aussi en fait, donc, parce qu'à un moment je lui dis, c'est-à-dire qu'en fait le soir, j'ai entendu le premier soir, j'étais allongée sur la banquette, sur la banquette entre guillemets de la cellule, et j'ai entendu un policier qui disait « Ah, Magali, elle a un bon cul ». Alors j'ai pas su si c'était sens propre ou figuré, et du coup j'ai dormi que sur un côté, et j'en ai parlé à ce psychiatre. Il me dit « Vous pouvez pas avoir entendu ça, votre cellule elle est trop loin ». Je lui ai répondu que j'étais hyperacousique. Il m'a dit « Ça c'est vous qui le dites ». Je lui ai répondu que non, j'avais été testée et que j'étais vraiment hyperacousique. Et là, il savait plus quoi dire, et donc il a mis sur mon rapport, au lieu de mettre que j'étais hyperacousique, il a parlé d'hyperesthésie des sensations, donc qui n'existe plus en psychiatrie depuis longtemps, parce que justement c'était confondu avec des sens trop développés. Et donc il parle en fait d'une espèce d'hystérie des personnes qui veulent aider les gens et qui prennent très mal le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir assez en retour par rapport à ce qu'ils ont donné. Alors moi je demande rien. Moi quand je fais quelque chose, je le fais
en cachette, je dis pas mon nom, je suis discrète, je fais des choses pour les gens, mais je demande jamais rien en retour. Et surtout pas de merci, je sais pas gérer ces choses-là, je suis toujours beaucoup plus gênée qu'on me remercie qu'autre chose. Et il s'avère en fait, et c'est pour ça que j'avais demandé à lire aussi le profil de Chris, que Chris se retrouve avec le même profil. Alors sauf que lui, il n'a pas l'hystérie, puisque c'est un homme, mais il se retrouve aussi comme étant complotiste, paranoïaque, mégalomaniaque, etc. Bref. Et en plus, ces rapports-là ne sont pas valides, puisque le psychiatre se permet de donner un avis. Donc dans mon cas, il dit adhère totalement au mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement violent, etc. Donc la seule explication que je trouve au fait d'avoir fait venir un psychiatre expert, c'est qu'ils n'avaient vraiment rien contre nous et que c'était d'essayer de faire quelque chose qui soit à notre charge. C'est-à-dire que, et c'est ce qui a été fait, la procureure de Grasse l'a dit clairement, elle a dit Madame Bonneau, moi j'aime pas parler d'hystérie pour des femmes, mais là dans ce cas-là, alors je suis très très loin du profil hystérique quand même, et elle m'a chargée en fait en se basant sur ce rapport, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien dans mon comportement, il n'y avait rien dans ce que j'ai pu faire. Donc les policiers ont menti, dans mon cas, sur les plaintes qui ont été faites contre moi. C'est-à-dire que la policière qui m'a fouillée, en fait, m'a accusée, donc ça je l'ai appris 3 jours après, je l'ai appris je l'ai appris au tribunal, elle m'a accusée de l'avoir traité de salope et de sale flic. J'en ai pleuré parce que c'est pas mon vocabulaire. Et je fais partie de ces gens qui ont toujours défendu le droit, la police, et qui croyaient en la police, la justice, toutes ces choses-là. Je ne pensais pas qu'un policier pouvait mentir sur un dépôt de plainte. Voilà. Il s'avère que la policière qui était dans l'ambulance aussi a porté plainte contre moi. L'OPJ est venu pendant que j'étais en audition, très content de dire que j'avais fait un outrage. Et je lui dis mais quel outrage? Il me dit ah bon, et cracher au visage de quelqu'un, vous trouvez que c'est pas un outrage? Je dis mais j'ai jamais craché au visage de personne. Il m'a dit ah bon, et dans l'ambulance? Je lui ai fait remarquer que j'étais menottée, les mains dans le dos, avec une minerve allongée sur le côté, et que c'était physiologiquement impossible que je crache au visage de quelqu'un. Il est parti comme une balle, en fait, elle était en train de faire son dépôt de plainte dans le bureau d'à côté, et la plainte a été changée en elle a craché dans ma direction, le crachat est tombé au sol. Et le jour du jugement, par contre, elle disait que je lui avais craché dessus. Voilà, j'ai fait mon deuil de la probité de la police, c'est malheureux. Avec les Gilets jaunes, on a découvert ce que tant d'autres avaient vécu avant et auquel on ne pouvait pas croire. Voilà. Chris faisait partie de ces gens qui avaient vécu tout ça avant, même si lui n'avait pas été particulièrement inquiété de quoi que ce soit, mais il avait vécu les contrôles aux faciès, les insultes de la police, les mensonges. Voilà. Et tu couperas parce que j'arrive plus à savoir où j'en suis. Non, mais je vais t'aider. Voilà, vous dites des contrôles aux faciès parce que Chris a un prénom européen, on va dire, mais physiquement, il ne l'était pas. On peut le décrire un petit peu, Chris? Chris, en fait, comme disaient ses sœurs, il avait une vraie gueule d'arabe. Voilà. La bonne bouille. C'était un colosse. Et il disait en fait qu'il était content en fait parce qu'avec les Gilets jaunes, il y avait des gens qui étaient venus lui parler parce qu'en fait quand il le croisait avant, il changeait de trottoir. C'était un colosse, c'était une force de la nature. Il était costaud, il était grand, il était barbu, je comprends qu'il faisait peur aux gens. Sa belle-sœur m'a dit la même chose. Elle m'a dit la première fois que je l'ai vu, il m'a fait peur. Et en fait, c'était un nounours. C'était le type le plus gentil sur Terre. Voilà. C'est peut-être le moment de parler pourquoi tu en parles au passé. Ça on le coupera aussi.
Il s'avère que au moment où on tourne cette vidéo, on devait passer en appel. Aujourd'hui, on est vendredi, on devait passer en appel lundi. Et Chris est décédé samedi dernier d'une crise cardiaque. Il travaillait de nuit, il dormait peu, il était très 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 stressé par ce procès. Il devait préparer sa défense, il a eu des problèmes, il a dû changer d'avocat. Il a dû préparer sa défense la journée, la nuit il travaillait. Ça le bouffait ce procès. Et il était très stressé et il faisait en plus beaucoup de choses. Il faisait des maraudes tous les mardis soirs. Il entraînait une équipe de football féminin et il était toujours en train d'aider les gens. Voilà. Et il voulait pas s'arrêter d'aider les gens. Voilà. Là, quand on l'a vu, je l'ai vu quelques jours avant son décès, il nous disait qu'il était épuisé, mais il nous disait aussi qu'il était embêté de ne pas avoir pu faire la dernière maraude. Voilà. Et qu'il voulait absolument les faire. Et voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'abnégation de soi et dans le bien d'autrui. Voilà. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de rencontrer sa famille. Et ce sont des gens pleins d'amour et d'humour et des gens qu'on mérite de rencontrer. Voilà, et si s'il avait été encore ici aujourd'hui, il aurait été, c'était prévu en fait qu'il soit interviewé au même titre que vous, à vos côtés. Ouais, on avait prévu de faire cette interview mardi dernier. Et on n'avait pas pu la faire, on devait la faire tous les deux avec vous. Voilà, et il laisse un grand vide. Donc là, on est vendredi. Lundi, il y a le procès en appel. Qu'est-ce que vous avez préparé votre défense ou vous pourrez en dire un petit peu plus? Alors, le certificat de décès de Chris a été transmis déjà apparemment au tribunal. Et moi, mon avocate avait déjà tiré ses conclusions déjà depuis longtemps. Je trouvais ça bien d'avoir plusieurs avocats, puisqu'en fait c'est toute une situation qui était jugée. C'était pas Chris et moi qui étions jugés, c'était un vrai procès politique. Et à Grasse, on a vu que c'était un procès sur, entre guillemets, notre pseudo-condition sociale. La procureure à Grasse s'est quand même permis de dire, en montrant Chris, ce genre de personnes, on les connaît. Voilà. Elle a voulu lui mettre un outrage parce qu'elle trouvait qu'il la regardait pas bien. Enfin, c'était ubuesque. Le problème, c'est que ce sont des gens qui jouent sur la vie des autres. Voilà. Tout ce qu'on aurait aimé tous les deux avoir du soutien. On en a eu, hein, on en a eu. Mais on aurait voulu avoir du soutien lundi au tribunal. Parce qu'en fait, quand on nous juge, nous, en fait, c'est tous les gilets jaunes qu'on juge. Voilà. On a essayé de nous faire passer pour des cas sociaux, pour des gens violents, dans mon cas pour une hystérique, dans le cas de Chris pour un stéréotype, un mauvais stéréotype. Voilà. C'est un procès politique, c'est aussi un jugement social. Mais c'est certainement pas un procès sur des faits.